Et si Et si j'avais des pouvoirs immenses? Lequel ou lesquels? Et qu'est-ce que j'en ferais? Ces questions fusent dans la conversation entre Akame, Shoji et leurs amis dans les abords des Yanko. L'un dit qu'il voudrait être aussi fort qu'un Oni pour porter sa maison et voyager partout. Un autre veut contrôler l'eau pour éteindre les incendies. Celui-ci veut voler pour voir le monde. Celui-là veut contrôler les méchants par la pensée pour les faire se rendre. Des rêves d'enfants pour qui la question est plus importante que la réponse, mais qui résonnent de façon ironique et cruelle avec ce qui se passe non loin de là, dans la splendide demeure d'un des hommes les plus respectés de son temps. Car une autre question va trouver sa réponse, laquelle risque de ne pas plaire. Et si le pouvoir absolu était mis entre les mains de l'homme le plus bienveillant de son univers? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de type Badabae va déblatérer ses idées farfelues pendant un temps improbablement long. Pourtant, on s'est tous posé les mêmes questions qu'Akame et Shoji. Qu'est-ce que nous ferions si nous avions des pouvoirs surnaturels? Pour les gens de l'univers d'Onmyoji, la réponse est plus simple à trouver. Différentes personnes, humains, yokai, célestes et autres, ont des capacités surhumaines, voire des pouvoirs qui appellent l'adjectif divin. Pourtant, aucun n'a vraiment de pouvoir absolu. À bien y regarder, tout le monde peut être contré. Tout le monde sait qu'au moins une autre personne possède le pouvoir qui s'oppose parfaitement au sien, que tout enchantement peut être levé. Même quand un dieu absorbe le concept même de destruction et fusionne avec grossièrement l'antimatière, il y a un moyen de lutter. Ou presque. Il y a un pouvoir qui n'a pas vraiment de contre. Généralement une simple limite de temps. Et bien utilisé, il pourrait se révéler plus puissant que toutes les autres carabistouilles cosmiques. Et qui de mieux pour le recevoir que l'homme le plus bienveillant de son univers, celui qui a tout fait pour être pur de cœur et d'esprit, toujours prêt à tout pour sauver la veuve et l'orphelin. Mesdames et messieurs, je vous propose aujourd'hui de donner dans l'Uchronie fictive, dans un style assurément influencé par Monsieur Alteris, dont je vous recommande la chaîne, enfin, vous la connaissez sûrement déjà. En ce doux matin, nous allons donner le pouvoir du contrôle mental absolu à Abe no Seimei. Et regardez ce qui va se passer. Ça va chauffer! Mai 962, Air Heian, Japon, banlieue des Yanko. En cette douce matinée de printemps, les oiseaux chantent, les enfants jouent, les yokai rigolent. Au milieu de ce paysage idéal, le grand Onmyoji Abe no Seimei marche dans son jardin, quand il est pris d'une soudaine et violente douleur à la tête. Il s'écroule au pied de son cerisier, provoquant l'attroupement de ses shikigami. Dujo et Oguna volettent jusqu'à lui. Kohaku est déjà à ses côtés, lui demandant 1000 et 1000 fois ce qui ne va pas. Soudain, la douleur disparaît, aussi rapidement qu'elle était venue. Seimei s'assied et essaye de comprendre ce qu'il s'est passé. Il se sent légèrement différent, mais surtout épuisé. Il demande un verre d'eau et tous ses shikigami s'exécutent. Ensemble, marchant d'un même pas, sans questionner, sans parler, revenant et tendant tous un verre d'eau, tous remplis de l'exacte même quantité de liquide. Seimei accepte les verres et ses camarades d'aventure reprennent aussitôt leurs comportements respectifs, enjoués, sérieux ou dévoués. Quelque chose ne va pas. Mais il semblerait que cela soit plus complexe que les dernières menaces affrontées par l'Onmyoji. Quelques semaines plus tard, Seimei est tremblant devant ses notes d'études. Il a passé les 19 derniers jours à étudier cet effet mystérieux lorsqu'il parle, et ses conclusions sont sans appel. Il ne peut se féliciter que d'une chose, avoir travaillé dans le plus grand secret, expérimentant dans des zones désertes du mont Gloom. Ainsi, il sera seul à choisir quoi faire de ce terrible pouvoir. Il ne sait d'où cela vient, mais une nouvelle arme vient d'apparaître dans son esprit. Une capacité de contrôle mental comme nul n'en a jamais vu. Une simple parole, à peine un regard, suffit à l'activer. Une obéissance immédiate, une efficacité absolue. Aucun blocage mental ou rituel de protection ne la contre. Un premier usage laisse une marque dans l'esprit qui permet de prendre de nouveau le contrôle de la personne d'un simple mot, même écrit. Pire encore, les gens touchés ne se rendent compte de rien. Et après avoir agi sur ordre, pensent avoir fait
ce qu'il devait faire, parce qu'il voulait le faire. Même le lotus de Taishakuten, la référence en matière de contrôle mental, n'apportait pas une telle dominance sur l'esprit. Tremblant devant le résultat de ses expériences sur divers yokai sauvages, dont des mimiques réputés pour être insensibles à ce genre de pouvoir, et qui se sont pourtant agenouillés, Seimei se retrouve devant un choix. Deux possibilités s'offrent à vous et moi, chers spectateurs et spectatrices. La première est la plus cohérente avec ce que fait Seimei depuis le début de son aventure. L'Onmyoji bleu ferme les yeux pendant de longues secondes, puis se relève d'un bond, saisit tous les documents qu'il avait rédigés et les enfourne dans la cheminée. Pas un parchemin n'en réchappe. Seimei n'est pas idiot. Il a parfaitement compris ce que ce pouvoir permettait de faire. Alors, ce pouvoir doit disparaître. Alors que les derniers bouts de papier disparaissent en cendres, il plonge sa main dans les flammes et agrippe une bûche incandescente. Le hurlement qui s'ensuit affole toute la maisonnée. Longtemps, ses amis se demanderont pourquoi le raisonnable et pragmatique Seimei s'était brûlé de la sorte. La paume de sa main ne guérirait jamais vraiment. Une douleur lancinante le tenaillerait à jamais. Mais l'Onmyoji leur répétait que c'était un symbole, un moyen de toujours se rappeler de sa décision. Une décision qu'il n'explicitait jamais, pas à voix haute, ni même en murmure. Non, Seimei n'avouerait jamais qu'il a eu le pouvoir absolu entre les mains et qu'il a juré de ne jamais s'en servir. Trop de gens chercheraient à le faire changer d'avis, à le corrompre, à lui arracher son pouvoir par quelque rituel maudit. Non, le secret et le silence étaient les meilleurs alliés de l'Onmyoji. Mai 1003, Heian, demeure d'Abe no Seimei. En cette douce matinée de printemps, les oiseaux chantent, les enfants jouent, les yokai rigolent. Au milieu de ce paysage idéal, le grand Onmyoji Abe no Seimei marchait dans son jardin à pas lents. Il s'appuie sur une canne, l'éventail qui lui servait à lancer des sortilèges lui sert surtout à s'éventer. Bien des années se sont écoulées depuis que Seimei s'est écroulé dans son jardin. Tous ceux présents ont oublié cette anecdote sans importance et l'Onmyoji bleu marche paisiblement sur les pierres usées. Lentement, en s'appuyant sur sa canne, il va s'asseoir au pied de son cerisier. L'arbre était là avant lui et il le sera bien après. Le monde avait connu des crises, des guerres, des menaces à n'en plus finir. Une vie bien remplie s'était écoulée et Seimei ne craignait pas de passer le flambeau. Il espérait même cette mort qui ferait disparaître ce pouvoir maudit. Il le souhaitait de tout cœur. Mais son heure n'était pas venue, pas aujourd'hui. Il fallait au moins que Kagura et Shiro, le nouveau Muju des enfers, viennent le visiter pour lui présenter leur petit dernier. En rêvant, le regard de Seimei s'égare sur sa main bandée. Cela lui faisait toujours mal. Deuxième possibilité. L'Onmyoji bleu ferme les yeux pendant de longues secondes, puis se relève doucement. Il rassemble les documents devant lui, toutes les preuves de son nouveau pouvoir, et les fait glisser dans le feu de cheminée. Pas un parchemin n'en réchappe. Le secret et le silence seront désormais les meilleurs alliés de l'Onmyoji dans sa nouvelle quête. Alors qu'il regarde les flammes consumer la dernière note, Yaobikuni entre dans la pièce. La devineresse vient lui apporter un nouvel oracle. Un conflit va bientôt éclater entre deux seigneurs de guerre. Les signes étaient clairs, la violence se préparant, des sabres tirés, un grand malheur pour le monde. Ce genre de conflit entre humains n'est pas exactement du ressort des Onmyoji, mais ils étaient parfois sollicités comme diplomates. Seimei regarde sa consoeur droit dans les yeux. Cette prémisse de guerre était une excellente manière de commencer une nouvelle ère de paix. Novembre 965, centre-ville d'Eianko. Dans les palais et halles majestueux de l'Empire nippon, les dignitaires et nobles s'agitent à pas feutrés. Ces derniers temps, de plus en plus de réformes devaient être traitées en même temps. Armée, commerce, agriculture, un vent de changement soufflait dans l'administration. Ce qui surprenait, plus encore que le nombre de dossiers à gérer, c'étaient les forces qui poussaient ces dossiers. Des seigneurs de guerre ennemis un jour devenaient collaborateurs le lendemain. Des nobles rivaux concluaient des alliances en un rien de temps. Un esprit de collaboration semblait avoir pris possession d'une part grandissante de la noblesse. Si l'empereur s'en réjouissait,
Les hauts fonctionnaires comprenaient bien qu'il y avait anguille sous roche, Namazu sous rocher, comme on disait ici. Dans le même temps, les onmyoji avaient pris une importance grandissante. Ils affirmaient que l'avenir était à la coopération avec les forces surnaturelles, les yokai et les êtres venus d'au-delà de ce monde. Sans remettre en question leurs compétences magiques, les rumeurs du palais impérial convergeaient souvent sur cette sentence « Ce sont des fous !» Au mieux, ces illuminés prenaient leurs espoirs utopistes pour des réalités. Au pire, ils voulaient pactiser avec des êtres incontrôlables et dangereux. Les multiples guerres des yokai et des kami avaient vacciné les humains de l'envie de vivre avec des monstres, des fantômes et autres dieux autoproclamés. Pourtant, les émissaires des clans Kamo et Fujiwara étaient de plus en plus nombreux, de plus en plus présents, de plus en plus écoutés. Un fonctionnaire pessimiste murmure à l'oreille de son voisin. Et si une secte était en train de prendre le contrôle du palais ? Au-dessus de leur tête, de minuscules grues de papier enchanté volent parmi les poutres, discrets messagers d'ordre complexe. Le coup de grâce vint peu de temps après, quand Minamoto no Yomiyaritsu demanda et obtint une audience auprès de l'empereur. Le plus terrible pourfendeur de yokai, l'homme se battant pour la domination de l'humanité, la lame la plus intransigeante des onmyoji, entre d'un pas assuré dans la salle de réception impériale. Il s'agenouille devant son souverain, puis relève la tête et prend la parole d'une voix étrange, parfois naturelle, parfois monocorde, parfois surjouée comme un mauvais acteur de théâtre. Il annonce qu'il a obtenu un accord de non-agression avec les puissants doji, les yokai guerriers du mont Oe, et avec les esprits rebelles du mont Suzuka. Alors qu'il déclame sa tirade, Shutendoji et Suzuka Gozen apparaissent derrière lui, levant un sortilège d'invisibilité que nulle protection n'avait levé, et hochant la tête de façon synchronisée. La scène est déjà effrayante pour les serviteurs et fonctionnaires dans la pièce, mais elle devient terrifiante quand l'empereur se lève de son siège et, de la même voix incontrôlée, répond sa validation de l'accord et félicite les efforts de paix du clan Minamoto et des clans de yokai ici représentés. Si cela avait été une scène de roman, elle aurait été conspuée pour absurdité. Depuis sa demeure, Seimei observe les événements à travers la divination de Yaobi Kuni. D'un côté, ce moment est le pinacle d'une opération qui lui a demandé des années de préparation et de prise de contrôle de personnages influents. Mais en même temps, il constate une fois de plus les difficultés qu'il a à faire jouer les bonnes émotions aux personnes sous ordre. Certes, l'avenir de la région semble assuré, mais les observateurs ne peuvent que comprendre qu'il y a un pouvoir à l'œuvre derrière ces comportements suspects. Novembre 967, village de Yamanakai. Sur la place du marché, on échange autant les denrées et les objets que les ragots et les potins. Au-delà des habituelles rumeurs de village, le sujet de conversation principal est le monde des nobles. Le bibliothécaire est formel, les dirigeants sont contrôlés par quelqu'un. Le forgeron et son apprenti confirment. Bien qu'il n'ait jamais mis les pieds à Eyanko, ces gens sont aux ordres. Mais aux ordres de qui exactement ? Les théories vont bon train pour expliquer cette situation incroyable où tous les dignitaires, fonctionnaires, nobles de haut et bas rang, chefs de guerre et prêtres impériaux sont tous d'accord constamment, suivent tous les mêmes buts et travaillent tous ensemble dans les mêmes projets. Une unité surnaturelle qui n'a pas pu être dissimulée. Les plus malins et observateurs ont vite remarqué que ce furent les onmyoji qui eurent en premier des attitudes étranges, inhabituelles, en commençant par des figures emblématiques des guerres des kami, Fujiwara no Mishitsuna, Minamoto no Yomiyaritsu, même des figures plus suspectes comme Dark Seimei ou l'inquiétant Douman. Certains vont même jusqu'à tisser du lien. Ce sont des onmyoji en lien avec Abe no Seimei, le héros de guerre, qui lui semble avoir disparu. Il ne sort pratiquement pas de chez lui, certains le prétendent mort. Pourtant, de nombreuses personnes sont conviées en sa demeure. Aujourd'hui, le chef des yokai Tengu. Hier, une famille de marchands richissimes. Le mois dernier, une déesse de la fertilité. Toujours des gens importants
ayant du pouvoir à grande échelle et dont l'attitude devient inhabituelle peu après. Les enquêteurs, professionnels ou amateurs, doivent rapidement se dissimuler dans la masse, sans faire de vagues. Tout apprenti Sherlock Holmes ou Conan Edogawa est rapidement découvert, convié à rencontrer Abe no Seimei, puis abandonne ses anciennes recherches pour traquer les autres détectives susceptibles de faire les mêmes raisonnements que lui. Le commun de la population n'a pourtant pas vraiment de raison de se plaindre des événements se déroulant dans les hautes sphères. Une paix absolue règne dans la région, les autres îles de l'archipel font des pieds et des mains pour rejoindre les accords commerciaux avec la capitale, les yokai se sont révélés être tout à fait charmants. Ce fut d'abord avec appréhension que le premier clan de yokai s'est révélé officiellement, dans l'objectif de faire société commune avec les humains. En échange de la promesse de protection de leur forêt, les yokai du mont Septem ont commencé à interagir ouvertement avec les humains. Les petits Koroka, porteurs de lumière, se dirigeant de façon absolument sûre, devinrent les guides des marchands et des voyageurs fortunés. Le grand Yamakaze fit forte impression en repoussant différents monstres sauvages et agressifs, tandis qu'Ichimokuren fut vénéré comme le dieu qu'il avait été à la première sécheresse qu'il interrompit d'une averse salvatrice. Seimei, toujours caché loin des yeux de la population, apprécia grandement ces récits et planifie depuis les introductions des autres peuples. Une bonne première impression était capitale afin que la coopération soit totale. Peu importe ensuite ce qu'il s'était réellement passé, si les monstres sauvages avaient été invoqués volontairement à la lisière du village, si les sécheresses avaient été provoquées en manipulant les vents chauds. Les populations, humaines ou non, n'avaient pas besoin de savoir. Elles avaient besoin de se faire mutuellement confiance. Maintenant que Yanko, les populations humaines et yokai sont presque toutes sous le contrôle de l'Onmyoji bleu, il est temps de passer à l'échelle supérieure. Décembre 968, Royaume des Célestes, palais de Zenken. Le bienveillant roi Taishakuten fait les 100 pas dans la salle du trône. Ses espions lui ont rapporté l'impensable, une situation que nul n'aurait pu prévoir. Enfin, comment un humain, même un Onmyoji, aurait-il pu obtenir un pouvoir de contrôle mental plus puissant que le sien? Taishakuten jette un œil à ses lotus avec un air effaré. Ceux-ci étaient littéralement des éclats de pouvoir divin. Comment faire plus puissant? Mais les faits étaient devant ses yeux. Par-delà les frontières mystiques, dans le royaume de l'humanité, quelqu'un était devenu une menace pour les différentes réalités parallèles et royaumes extérieurs. Sans plus attendre, il produisit un communiqué qu'il fit envoyer à tous les autres souverains, où que se cache leur royaume. En attendant de savoir ce que Seimei préparait, Taishakuten se pencha sur une carte du domaine des démons. Cette région frontalière avait grand besoin d'être fortifiée. Dans les mois qui suivirent, des nouvelles revinrent des royaumes cachés, perdus ou oubliés. Ils disaient comprendre mieux ce qu'il se passait parmi les humains, ces gens étranges, mais avaient du mal à croire les accusations du roi des Célestes. Seimei n'était-il pas un héros, ayant combattu pour la protection du monde, ayant restauré nombre de royaumes, sauvé des milliers de vies? Taishakuten leva un sourcil dédaigneux devant ces apparentes contradictions. Lui savait bien qu'un héros pouvait devenir un monstre en l'espace d'une nuit. Plus encore, certains disaient vouloir rencontrer l'Onmyoji bleu pour tirer cela au clair. Le roi s'étouffa. N'avait-il pas compris les mots « contrôle mental » ? Pensait-il être immunisé, protégé par quelque autorité ou bon sentiment? Sentant monter en lui une pointe de panique, Taishakuten se précipite dans les couloirs de son palais et appelle son chef de la garde à grands cris. Dès le militaire trouvé, le roi des Célestes lui ordonne d'aller dans le royaume humain et de tuer Abe no Seimei par tous les moyens nécessaires, mais surtout en restant le plus loin possible de lui. Le vétéran accepte, salue et part aussitôt en emportant un petit bataillon d'élite. Taishakuten, de nouveau seul, revint dans la salle du trône en proie aux plus vives inquiétudes. Il fallait que l'assassinat réussisse, et le plus tôt possible, avant que l'influence de Seimei ne s'étende au-delà du royaume des humains. Janvier 969,
Heian-ko. Dans le palais impérial, l'empereur propose d'une voix monocorde que les gouvernements des différents peuples s'unissent dans une alliance de coopération et d'entraide générale, nommée l'Alliance du Lotus Bleu. D'une même voix sans émotion, tous les dignitaires approuvent et tous les nobles promettent d'apporter toute leur force pour le bien commun. Cette alliance fait davantage penser à un super-État au-dessus de tous les autres. Mais comme le bien commun est promis, et plus ou moins déjà fourni à travers les domaines des hommes, personne ne lève un sourcil. Dans la semaine, le mont Oe, le mont Septem et le mont Gloom rejoignent cette alliance d'un même mouvement. Février 969, Kingyo, la gardienne des mers, rejoint l'alliance du Lotus Bleu, suivi de Suzuka Gozen en tant que chef des esprits marins libres cette fois, puis de la reine du royaume sirénien, Sen-Hime. Mars 969, les Muju, Kuro et Shiro, ambassadeurs du royaume des morts, viennent officiellement et sans contrôle mental aucun demander leur union au Lotus Bleu. Enma a senti où le vent tournait et préfère assurer la sécurité de son domaine. Avril 969, la reine Kujakumio est accueillie en grande pompe à Heian-ko. C'est la première fois qu'un royaume extérieur, par-delà la faille des 6 royaumes, rejoint l'alliance du Lotus Bleu. Mai 969, la déesse Miketsu apporte au Lotus Bleu la promesse de coopération de New Takagamehara, l'alliance des différentes divinités marchant sur Terre depuis la chute de l'ancien domaine divin, ajoutant le soutien des très puissants à un pouvoir déjà presque universel. Juin 969. Une explosion retentit à Heian-ko. On accuse un mouvement sécessionniste et terroriste. La population, habituée à un calme social absolu et à une sécurité complète, est prise d'une paranoïa antiterroriste. La suspicion devient générale et des organismes de surveillance civile se constituent en dehors de toute légalité. La force Kitsune de surveillance, l'armée citoyenne corne nue ou encore Nemura Naime, l'œil qui ne dort jamais. Autant de noms rassemblant des gens terrifiés et terrifiants. Les forces de l'ordre officiels, humaines ou yokai, ont alors les plus grandes difficultés à ramener la cohésion tant désirée. D'autant plus que cette attaque ne visait pas n'importe qui. Abe no Seimei était dans la sphère de l'explosion et n'a dû son salut qu'à ses réflexes, l'expérience de la guerre et un sortilège de bouclier lancé au dernier moment. Cette explosion a instantanément eu des répercussions immenses. Parmi ceux qui ne sont pas encore soumis au pouvoir de l'Onmyoji bleu, la résignation n'est plus une excuse. On peut se battre, il faut se battre. Partout, de petits groupuscules, plus ou moins puissants, se mobilisent dans le secret des caves et des sous-bois. Dans sa demeure, Seimei, pas fermé au paradoxe, reçoit de plus en plus de gens malgré la menace. Toute la noblesse veut lui faire savoir combien elle le soutient et ne comprend comment on peut lui en vouloir. L'influence mentale semble avoir créé au fil du temps un lien de dépendance ou à minima de subordination flagorneuse. Mais Seimei tient bon, encaisse les flatteries et les émois, se montre en homme indestructible, menacé de mort et donc plus aimé que jamais. Néanmoins, et même s'il ne l'avouera à personne, cette agression l'a bouleversé. On n'a pas visé l'un des centaines de politiciens fantoches qui s'agitent devant les foules. On l'a visé, lui. On a percé à jour ses projets. On sait, on lui en veut. Plus encore, ce sont des gens avec du pouvoir, avec des moyens et la volonté de tuer. Le changement d'échelle qu'il envisageait n'a pas été assez rapide. Mais l'Onmyoji bleu n'a pas dit son dernier mot. Si certains l'ont cru inoffensif parce qu'il porte l'étiquette héros, c'est souvent en oubliant dans quel contexte il en est devenu un. Seimei avait retourné le cours de la guerre de Silène, mené les batailles de la guerre des Kami, fait le siège du palais du soleil, vaincu des dieux. Il était temps de changer de méthode. Juillet 973, royaume extérieur de la lande du Spring Lament. Dans une grotte de l'Irregular Forest, tassé entre deux stalagmites, Hiromasa essayait en vain de reprendre son souffle. Comment en était-il arrivé là, poursuivi par l'homme à qui il aurait confié sa vie quelques années plus tôt? Hiromasa était parti, il n'y a quand même pas si longtemps de cela, pour un voyage d'affaires à bord de la frégate le Golden Tentacles, avec le second Taki et son équipage. Plusieurs années après, lorsqu'il était revenu à Heian-ko,
Il avait trouvé un monde changé, paisible, mais aux autorités agissant de manière bizarre, mécanique. Mais il avait agi comme toujours, jeune homme insouciant et heureux de vivre, ne voulant pas être repéré comme un élément dangereux. Il se faisait discret pour trouver la source de ce malaise permanent. Puis il avait compris. Il avait vu Sémé prendre le contrôle d'Aobotsu et d'Ungaikyo pour qu'ils aillent prêcher la soumission au lotus bleu à travers tous les temples bouddhistes de ce royaume et des autres. Hiromasa sut qu'il devait agir, organiser un mouvement de résistance. Mais à qui faire confiance? À l'aide d'un sort de détection des enchantements, il put trouver qui était soumis à Sémé et qui ne l'était pas. Mais il y avait aussi tous ceux qui obéissaient volontairement, par crainte, intérêt ou sincère conviction d'œuvrer pour un monde enfin sûr. Les réseaux d'informateurs de l'Onmyoji bleu s'étaient puissamment élargis, comptant également des gens capables de prédire l'avenir. Pour contrer toute prédiction, Hiromasa s'était tourné vers les plus grands, vers les plus indépendants. Suzabi, le dieu de la destinée. Tamamo no Mae, celui qui força la main du destin. Des plans furent échafaudés, des personnes recrutées, mais les choses avaient tourné court. Alors que l'Onmyoji Archer préparait un contre-rituel pour tenter de lever l'envoûtement mondial et de sceller Sémé, l'attentat de juin 969 explosa tout espoir. Hiromasa, en affichant toujours les plus grandes sympathies envers Sémé, vit l'Onmyoji bleu sombrer dans la paranoïa. Enfin, plus qu'avant. Plus personne n'était digne de confiance, si ce n'est ceux qu'il possédait mentalement. Les ennemis que la ruse n'atteindrait pas seraient vaincus par la force. Hiromasa vit, impuissant, des dizaines de grues enchantées partir distribuer des ordres pour rassembler des troupes, envoyer des éclaireurs, rassembler les fournitures pour de terribles et immenses départs en guerre. Alors que le monde venait de connaître sa plus longue période de paix ininterrompue depuis des siècles, les sabres ressortaient des fourreaux. Les bataillons d'armure animée du clan Minamoto se rassemblèrent près de la faille des 6 royaumes. C'est alors qu'Hiromasa n'eut pas d'autre choix que de partir. Tant pis s'il grillait sa couverture, il devait avertir les royaumes extérieurs libres du danger à venir. Il s'était ainsi retrouvé dans la lande du Spring Lament, merveilleux monde-jardin fait de nature libre et d'humanité pacifique, mais réticent à rejoindre le lotus bleu. L'Onmyoji Archer eut à peine le temps d'avertir la déesse protectrice, Shiki, que le bruit des bottes de métal fut entendu au point de contact avec la faille des 6 royaumes. Et ce fut le début de la fin. Shiki avait déployé l'intégralité de son pouvoir divin. Hiromasa s'était battu comme un lion. Ses amis des premiers groupes de résistants, Kamaitachi, Ubume, Manendake, Akuro bien sûr, étaient tous venus en renfort. Mais le fer noir et les bannières rouges avaient vaincu. C'est à ceci qu'Hiromasa pensa une dernière fois, caché dans un recoin obscur, en cherchant du regard un moyen de prendre l'ennemi à revers. Au milieu des armures enchantées fouillant la grotte, Sémé vint en personne. Il balaye les lieux de son regard plus perçant que celui d'un aigle et prend la parole d'un ton froid qu'Hiromasa aurait jubilé d'entendre dans une autre position. C'est le ton employé pour l'invocation des rituels de mort. Hiromasa, nous ne sommes pas obligés d'en arriver là. Je suis en train d'obtenir tout ce que nous voulions pour ce monde. La paix, la fin des guerres entre royaumes, un endroit sûr où Kagura ne souffrirait jamais. L'Onmyoji Archer serra les dents à l'évocation du nom de sa sœur. Un endroit sûr? Alors certainement pas chez ce fourbe. Il sait que Sémé l'avait marqué de son pouvoir, afin d'assurer le contrôle des capacités chaotico-arcaniques de la jeune fille. Hiromasa, je vois les traces de ton pouvoir. Sors de là et nous pourrons œuvrer ensemble. Pas de réponse. L'Onmyoji Archer encoche une flèche, prêt à un tir au jugé. Peut-être le dernier. Je te préviens, ne tente rien de stupide ou notre cher ami Akuro en subira les conséquences. Hiromasa manque d'en lâcher son arc. Il dégaine son sabre court et, avec le reflet de la lame, jette un œil dans le couloir de roche derrière sa cachette. Technique risquée, mais il était sans doute déjà découvert. Sémé se tient en effet droit, bien au milieu du passage, montrant qu'il sait où se cache son ancien coéquipier. Derrière lui, Akuro, blessé et ceinturé par une armure enchantée qui, d'un bras la bloque,
de l'autre lui tient un sabre sous la gorge. Hiromasa comprend, voit une autre série d'images, plus tendres, lui passer devant les yeux, soupire, puis se lève lentement. Il jette dans le passage son arc et son carquois, avant de se montrer, les mains vides et hautes, la tête basse. « Va-t'en, il y a encore un passage derrière la colonne !» supplie Akuro avant que l'armure n'appuie davantage avec sa lame. Regardant le sol comme un chien battu, Hiromasa supplie « Je me rends, laisse-la partir. » « Enfin un peu de bon sens dans cette tête brûlée, » répond Seme. « Viens donc, et ce sera chose faite. » Hiromasa s'approche, un pas lent après l'autre, puis, à un bond de l'Onmyoji bleu, dévoile son sabre court caché dans la manche et frappe, mais trop tard. En levant la tête pour viser, il a croisé le regard de Seme. L'Onmyoji archer s'immobilise, statufié. « Pauvre crétin, tu as beaucoup de chance que j'ai promis à ta sœur de te ramener en vie. Néanmoins, je n'ai rien promis pour elle. » Numéro 3922, range ta lame. Hiromasa, je te laisse faire. Seme s'éloigne pendant qu'un cri de douleur étouffé résonne dans la caverne. Mélange d'acier dans la poitrine et de trahison. Octobre 975, Royaume des Célestes, Palais de Zenken. Taishakuten a connu bien des moments de solitude et de doute au long de son règne. Mais cette journée semble bien plus chargée de solitude et de doute que toutes les précédentes. Les nouvelles étaient tombées les unes derrière les autres, à l'image des royaumes extérieurs. Le royaume du Pan avait rejoint l'alliance du Lotus Bleu depuis 6 ans, et visiblement, le lien entre cet événement et la relation ambiguë entre Seme et Kujaku-Myo n'avait été fait par personne. La lande du Spring Lament n'avait pas tenu une semaine, sa déesse étant vaincue au premier jour de l'invasion. Le royaume des fragrances avait été écrasé comme une fourmi sous une botte. La mer des mots était sillonnée de jonques, traquant Kotodama dans sa fuite éperdue. Le temple du mont Camélia était devenu l'ambassade entre Heianko et le royaume de la colère. Mais une chose était étrange. Seme avait envoyé la plus grande force Onmyoji, l'effroyable Ghost Armory de Minamoto no Yomiritsu, à la conquête de ces royaumes extérieurs et lointains, au lieu de les envoyer contre le royaume céleste, son plus proche et plus dangereux voisin. Aucune force armée n'avait été repérée à la lisière du domaine des démons. En consultant la carte des frontières, Taishakuten se demande comment pouvait-il avoir été oublié. Non loin de là, au plus profond des abysses du domaine des démons, derrière les défenses des célestes, sortant d'un obscur couloir entre les pans de la réalité, apparaît le visage maquillé de Dark Seme, suivi d'un millier des plus terribles yokai guerriers. Décembre 976, Mont Oe. Avec des chants et des cris de joie, les yokai guerriers sont de retour à la maison. Leur penchant naturel pour la violence avait été plus qu'assouvi dans la guerre pour le royaume céleste. 1000 anecdotes s'échangent sur les flancs du mont brisé. Ici, on raconte comment les Yamawaro frappèrent la base des tours de guet jusqu'à ce qu'elles s'écroulent avec les gardes dedans. Là, on décrit le sac de la ville de Ruri, le massacre systématique de tout céleste ayant un pouvoir lié à l'esprit. Ailleurs, on décrit avec des trémolos dans la voix le combat Ashura contre Shutendoji et Shiranui. Une danse de mort prodigieuse, mais où les deux embrasés augmentaient mutuellement leur pouvoir, tandis qu'Ashura perdait rapidement la raison et l'ascendant. Dans une taverne, un cyclope s'étouffe de rire en racontant comment, au moment le plus tendu du siège du palais royal, Ibarakidoji a jeté un sac devant le trône de Taishakuten, lequel faillit s'évanouir en voyant dedans la tête d'Ashura, l'autoproclamé dieu de la guerre. Et enfin, comment le roi des Célestes fut trucidé par ses propres gardes, rendu fou par Oshiguma Doji. Une ambiance décidément festive se répand à travers le royaume des humains et des yokai. Le dernier des royaumes rebelles est tombé. Depuis sa demeure,
Sémé sourit pour la première fois depuis des mois. Plus personne n'est assez puissant pour s'opposer à lui. Il n'y a plus de roi, de dieu, de héros, de monstres. Dorénavant, le lotus bleu pourra assurer la sécurité et la subsistance de chacun. Et tout libre penseur, toute personnalité un peu trop critique, sera invité à rendre une petite visite à celui qui lui a permis d'apprendre à lire et à écrire, de faire des études, de développer sa pensée, de ne pas craindre pour sa vie chaque jour qui passe. Une simple discussion, à cœur ouvert, les yeux dans les yeux. Mai 1033, ère du lotus infini, demeure d'Abe no Sémé. En cette douce matinée de printemps, les oiseaux chantent, les enfants jouent, les yokai rigolent. Au milieu de ce paysage idéal, le grand Onmyoji Abe no Sémé marchait dans son jardin à pas lents. Il s'appuie sur une canne, l'éventail qui lui servait à lancer des sortilèges lui sert surtout à s'éventer. Bien des années se sont écoulées depuis que Sémé s'est écroulé dans son jardin. Tous ceux présents ont oublié cette anecdote sans importance, et l'Onmyoji bleu marche paisiblement sur les pierres usées. Lentement, en s'appuyant sur sa canne, il va s'asseoir au pied de son cerisier. Plus majestueux encore qu'avant, l'arbre a grandi jusqu'à obscurcir le ciel dans tout le centre de la cour, symbole d'une puissance immortelle. Sémé respire profondément. Il est vieux maintenant, très vieux. Son corps, soumis à de multiples expériences de perturbations temporelles, avait eu une solidité anormale pour un être humain. Il avait vu tous les autres génies Onmyoji s'éteindre. Minamoto no Yomiritsu, à la guerre, Fujiwara no Michitsuna, son demi-frère aussi d'ailleurs, dans des circonstances un peu troubles. Douman, Sémé avait posé un bouquet de ronces sur sa tombe. Dark Sémé, pourtant rigoureusement identique à Sémé, avait succombé à la maladie. Même Hiromasa s'en était allé. Mais comptait-il comme un génie de l'Onmyodo? Sémé rit doucement. Seule Yaobikuni n'avait pas changé. Toujours aussi mortelle, toujours aussi belle, toujours aussi puissante. Elle veillerait sur Kagura et sur le lotus bleu quand Sémé passerait le sabre à gauche. Qu'arrivera-t-il vraiment ce jour-là? Nul ne pouvait le prévoir. L'enchantement mondial serait-il levé? Les gens se rendraient-ils compte de ce qu'il s'était passé? Ou continueraient-ils leur vie comme aujourd'hui, suivant les ultimes directives de leur maître et protecteur? Sémé espérait simplement que tous comprendraient le bien fondé des structures qu'il avait mis en place. Une paix sociale absolue, une sécurité pratiquement parfaite, les yokai qui autorégulent leurs pulsions destructrices à travers des compétitions où l'esprit d'équipe et le respect sont célébrés. Parfois, Sémé se dit que c'est trop beau pour être vrai. Puis, certaines choses viennent lui montrer qu'effectivement, ce n'est pas parfait, qu'il reste des choses à régler. Certains dieux, comme Suzabi, dont on a perdu la trace. Certains yokai, dont on ne sait pas s'ils sont morts ou s'ils complotent quelques mauvais plans. Bon, il reste des choses à régler. Mais rien d'affolant. Sémé a encore un petit peu de temps devant lui. L'Onmyoji bleu ferme les yeux et soupire profondément. 2025, loin, très loin, hors de ce monde, dans un bureau de Tokyo. 2 développeurs de jeux vidéo finissent leur présentation aux commerciaux. Et c'est ainsi que nous voyons le prochain event majeur d'Onmyoji. Voilà, qu'en pensez-vous? Le responsable du marketing, un homme pragmatique et d'expérience, se redresse dans son fauteuil, pose les mains sur la table et, d'un air grave, répond « Déprimant, pas rentable ».